Je pense qu'en politique, beaucoup plus qu'ailleurs, toute publicité est bonne à prendre. Je trouve que l'attention médiatique, il faut l'assumer, parce que c'est une pression, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une pression médiatique quand on est dans l'œil du cyclone. Mais par contre, pour l'acteur politique, si ce n'était pas le cas avant, une tempête, même très importante, renforce l'aura de la personne. Le temps était exécrable et en fait, il fallait que l'un des trois descende chercher du matériel pour pouvoir continuer l'ascension. Pour savoir qui allait descendre chercher le matériel, il jouait au poker. Et c'est Peter Brabeck qui a perdu. Donc c'est lui qui a été chercher le matériel. Il allait au camp de base. Et en allant chercher le matériel pour poursuivre l'ascension au camp de base, ses deux amis qui sont restés plus haut, les deux sont morts. Et tu vois, il te raconte ça avec un calme olympien. Il te dit, il me dit, je sais pas ce que c'est que la chance. Mais ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance en ayant perdu. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Nasrat Latif, tu es bien connu des Vaudois et même de la Suisse romande. Tu es journaliste indépendant et merci beaucoup d'accepter de venir dans cet épisode. Bonjour Edouard, merci à toi. Plaisir. C'est vrai que, enfin dis-moi si c'est vrai, mais j'ai vu une interview où tu dis que c'est l'attentat de New York en 2001 qui t'a donné envie d'être journaliste. C'est vrai? C'est pas l'attentat de New York en particulier, non. En vrai, ce qui m'a donné envie d'être journaliste, avant tout, ça va te faire sourire, c'est Tintin. Quand je suis arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, j'ai découvert Tintin. Je trouvais incroyable d'avoir cette capacité de pouvoir voir le monde. Et puis de vivre de ça, le côté un peu aventurier. C'est ça qui m'a en premier lieu vraiment attiré dans ce métier. Et puis après, il y a différents jalons. Effectivement, les attentats du 11 septembre, forcément, sont un marqueur assez important pour ne serait-ce que comprendre le monde qui nous entoure. Et quoi de mieux finalement que le métier de journaliste pour pouvoir essayer en tout cas non seulement de le comprendre, et puis d'être un peu aux avant-postes sur cette compréhension du monde. Tu as écrit un livre d'ailleurs récemment. Oui, en lien avec... il y a un an. C'était il y a 2 ans, en lien avec la campagne électorale que j'ai réalisée pour le Conseil national. C'est l'éditeur, un ami, Pierre-Marcel Favre, qui m'a proposé de revenir justement en fait, sur mon parcours. Moi, je suis né à Kaboul, en Afghanistan, arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Et il trouvait intéressant de revenir sur ce parcours. Je le cite, il trouve que c'est un parcours qui est, en termes d'intégration, intéressant. Alors, je laisse juge les gens sur l'intérêt de cette intégration. Mais en tout cas... je raconte dans ce livre effectivement qu'est-ce qui a construit finalement mon identité à travers ma carrière de journaliste ici en Suisse, la Suisse qui a accepté de nous accueillir, ma famille et moi, comme réfugiés politiques. C'est comment d'écrire un livre? Tu commences par quoi? Parce que concrètement, c'est quelque chose qui m'intéresserait un jour. J'aimerais bien le faire un jour pour l'immobilier. Le plus difficile, je trouve, c'est dans mon cas, c'était vraiment... Déjà, c'est un travail d'humilité parce qu'en fait, ça peut paraître paradoxal, mais parce que comme je parle de moi dans le bouquin, je trouve extrêmement difficile de parler de soi. Surtout pour quelqu'un qui a l'habitude de poser des questions. Tu vois, même là, en fait, dans cet exercice, je ne suis pas hyper à l'aise parce que normalement, c'est moi qui pose les questions. Et donc, d'être de l'autre côté du miroir, c'est toujours un peu particulier. Donc, en fait, écrire un bouquin, déjà, je pense que c'est assez compliqué. Et puis, écrire un bouquin sur soi, c'est encore plus compliqué. Quelle distance tu mets? Comment tu amènes les choses? Et en fait, moi, ce que j'ai très vite compris, c'est que je ne pouvais pas rédiger, en fait, dans un cadre connu. Je ne pouvais pas le faire chez moi, je ne pouvais pas le faire au bureau, je ne pouvais même pas le faire à Lausanne où j'habite. Et en fait, il fallait vraiment... Les seuls moments où j'arrivais à être productif dans la rédaction, c'était quand j'étais soit en vacances. Et du coup, il a fallu, au moment où l'éditeur m'a un petit peu poussé en me disant « mais là, il faut rendre le bouquin quand même ». Donc j'ai pris une semaine chez un hôtelier, des amis à l'Étiva, où j'ai pris une semaine dans leur hôtel. Et puis là, en fait, j'étais hyper productif parce que j'étais en dehors de mon environnement. Donc s'il y a un conseil que je peux te donner, Edouard, c'est... va loin de ton environnement et prépare en fait juste le setup pour pouvoir travailler uniquement sur ce projet-là de bouquin. En fait, on est beaucoup plus productif si on est en tout cas pour ma part, si je suis dans un tunnel spécifiquement lié à ce projet comme à d'autres. Sans lumière du jour, sans bruit. Si, quand même si sur le côté romantique, je pourrais dire ouais, alors j'étais avec mes 10 paquets de clopes, j'ai pas bougé du tout, il y avait de la fumée partout, c'était très romantique. Non, pas du tout, faut vivre un peu quand même. Et il y a 90 pages, hein? Juste à peu près. Il y a une centaine de pages, ouais, c'est un petit bouquin, tout à fait. Ouais. Ça prend combien de temps à écrire ça? Alors le moment où tu lances l'idée, tu dis
je prends ma feuille, je commence à... Enfin, je sais pas comment tu l'as fait sur un ordi. Et le moment où tu l'as dans les mains. Alors, entre le moment où la proposition du bouquin a été faite par l'éditeur et le moment où je l'ai eu entre les mains, ça a duré quand même, je pense, peut-être 18 mois. Ok, bon, ça va. Par contre, entre le moment où vraiment, si je mets bout à bout les moments où j'ai vraiment rédigé, où j'ai été vraiment productif dans la rédaction, franchement, je pense qu'on est sur 10 jours. 10 jours. Ouais. Ouais. Après, rédiger, Bon. c'est aussi mon métier. Ouais, non, alors tout à fait, ok. Ah ouais, bon, bah, ouais, ok, bon, ça va. Et t'as pas de moment où tu restes bloqué et t'as Ah pas si, d'idée et tu... si, si. C'est pour ça que je te dis, en Ouais. fait, il fallait vraiment que je me crée des conditions en dehors de chez moi, en dehors de mon environnement, pour être productif. Si tu veux, en gros, j'ai fait peut-être 5 jours à fond sur le bouquin quand j'étais justement chez ses amis hôteliers. Après les 5 autres jours, c'était éparpillé sur 6 mois. Une demi-journée par là, 2 heures par là, mais j'arrivais pas à être productif. Ok. Et ça, c'était dans le cadre de l'élection. Alors, c'est dans le cas de la campagne, effectivement, c'était... je suis quelqu'un qui fait jamais les choses à moitié. Si je me lance dans un projet, je le fais à fond. Déjà parce que c'est dans ma nature, puis ensuite parce que je veux surtout pas avoir de regrets. Que ce soit projet professionnel, que ce soit au niveau privé. Et là, en fait, le projet de la campagne électorale, c'était dans le cadre des élections au Conseil national pour le PLR dans le canton de Vaud. Et c'est le PLR qui est venu me proposer justement d'être sur la liste principale. Moi, je suis quelqu'un qui saisit les opportunités. Je me dis pourquoi pas, je suis un passionné de politique. J'accompagne aujourd'hui beaucoup de politiques ou d'associations professionnelles dans des campagnes, soit d'élection, soit de votation. Et en fait, pour moi, c'était aussi une manière de pouvoir voir ce que ça fait concrètement, réellement, de mener une campagne. Et puis, comme je fais les choses à fond, bah, c'était de dire, bon, bah, qu'est-ce que je mettrais en place, ce que je conseille finalement à mes clients dans le cadre d'une campagne électorale, bah, je me l'applique à moi-même. Et dans les mesures de campagne, il y a notamment le bouquin. Et c'est en fait, le bouquin faisait partie d'un ensemble de mesures qui ont été mises en place dans le cadre de cette campagne. Et tu dis que tu es un passionné de politique, mais pourquoi est-ce que tu es un passionné de politique? C'est quoi qui t'intéresse fondamentalement? Moi, j'ai un avis assez tranché là, sur la politique. On en parlait très rapidement avant, je pourrais dire mon avis après. D'ailleurs, j'aimerais bien changer d'avis. En fait, je trouve des raisons pour lesquelles je pourrais changer d'avis. Mhm. Enfin, je cherche des raisons Oui. pour lesquelles je pourrais changer d'avis. Parce que, et d'ailleurs, je vais commencer à inviter, et j'invite, des fois, j'ai la chance d'échanger avec des politiciens. Mais c'est pour moi un monde vraiment que j'ai beaucoup de peine à comprendre. Mhm. Toi, c'est quoi qui t'intéresse là-dedans? Bah, fondamentalement, c'est l'humain. Parce qu'en fait, Ouais. la politique, c'est, à mon sens, hein, si tu t'intéresses à la politique, c'est que tu t'intéresses profondément à l'aspect humain, dans toute sa beauté comme dans tous ses défauts. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, dès le moment... Enfin, déjà pour moi, ce qui définit l'humain, c'est aussi la politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est d'abord des éléments en lien avec l'influence, d'une part, et puis d'autre part, au-delà des relations humaines, c'est aussi une manière d'influer sur la société. C'est pas forcément le système parfait. Il n'existe pas le système parfait. Aujourd'hui, je trouve que le système politique tel qu'on le connaît sous nos latitudes est, à mon sens, peut-être le moins pire des systèmes. Et la question, c'est toujours de savoir, bon, moi, avec quoi tu deals finalement. Est-ce que tu acceptes de considérer le système tel qu'il est et puis d'y participer ou pas? Moi, en l'occurrence, oui, parce que je trouve qu'il y a un vrai intérêt de pouvoir comprendre en fait comment les choses se passent. Comment tu fais, toi, Edouard Clerc, par exemple, pour amener quelque chose dans le cadre de l'immobilier, prenons le cas qui te concerne, pour pouvoir changer une loi dans le sens qui te semblerait le plus juste pour toi dans un but donné. En fait, la politique est un vecteur parmi d'autres hein, qui te permet de faire d'amener ces changements dans la société. Et ce que je trouve fabuleux et ce qui me passionne, c'est de voir tout le processus. Comment est-ce que les choses se mettent en place pour, finalement, d'une idée, tu arrives à concrétiser quelque chose qui peut avoir une influence directe sur la vie de milliers, voire de milliers, de millions de gens. Moi, foncièrement, c'est ça qui me passionne, c'est ce levier de changement qui peut être très fort. Alors, c'est vrai, en Suisse, ce n'est pas le pays où on va avoir les changements les plus drastiques, les plus forts. Mais ça a ses avantages aussi. Parce que peut-être qu'on prend notre temps, mais par contre, une fois que c'est décidé, c'est du solide, a priori. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est ce levier que j'arrive pas à comprendre parce que les vrais problèmes, on les connaît mais on les règle pas. Enfin, ça prend tellement de temps
Et d'ailleurs, l'immobilier, c'est un vrai problème. Je veux dire, on parle de la même chose depuis, je pense, enfin, en tout cas, moi, depuis que je fais de l'immobilier, on parle de la même chose tout le temps. Mhm. Et pourtant, il n'y a rien qui est réglé. Mais c'est parce que c'est des sujets délicats. Et moi, fondamentalement, je me dis, le politicien ne traite pas les sujets les plus délicats, simplement parce que lui, son but, c'est ses électeurs, et c'est d'être réélu. Hein. Donc, il y a un côté, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts absolument gigantesque hein, dans n'importe quelle politique. Hein. Et on ne parle pas des États-Unis, hein, même en Suisse, là-bas, c'est encore un autre niveau. Mhm. Mais, et je me dis, si tu veux être élu, tu parles pas des choses qui déplaisent à tes électeurs. Donc aux gens, puisque c'est les gens qui t'élisent. Alors, on va être très clair. C'est clair qu'encore une fois, on est dans ce système qui veut que, ma foi, ce système fait que si tu veux, en tant que responsable politique, si tu veux poursuivre ta carrière comme politique, il faut effectivement être réélu. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une sorte de clientélisme au niveau politique. C'est vrai. Par contre, il existe aussi, et heureusement d'ailleurs, des hommes et des femmes qui arrivent à s'affranchir de ça. Des figures politiques qui, en fait, arrivent à avoir une vision, je reconnais que c'est plutôt l'exception, mais avoir une vision sur le long terme, avoir une vision de la société, de dire, mais en fait, on a envie de suivre telle ou telle personne dans une direction donnée. Et heureusement que ces figures-là existent, parce que c'est ça qui donne aussi matière à vouloir s'engager. Parce qu'on a aussi la particularité en Suisse, c'est ça que moi je trouve fantastique, on est quand même dans un système de milice. Et pour ceux qui se lancent en politique, il faut vraiment le vouloir. Parce que c'est pas comme, on va prendre l'exemple de la France, par exemple, a priori, tu peux faire carrière en France en disant, je coche telle case, telle case, telle case, et puis, en tout cas, je vais pouvoir, a priori, m'assurer au moins une place intéressante au niveau politique. En Suisse, c'est beaucoup plus compliqué. En Suisse, tu as beaucoup de choses qui entrent en jeu, tu as beaucoup d'éléments qui... Enfin, tu peux pas vraiment faire de plan de carrière comme dans d'autres pays. Donc, il faut avoir une abnégation absolument folle. Il faut être un peu taré aussi, on va le dire, les choses, hein, pour vraiment vouloir se lancer dans une carrière politique. Et on le voit bien, par exemple, dans des partis traditionnels, pour pouvoir réussir, il faut surtout pas lâcher. Tu commences très jeune, en espérant peut-être, à un moment donné, bien plus tard, avoir une place. Mais tout ce que ça demande en termes de sacrifice, et je le vois, hein, c'est en fait, pour un certain nombre de ces figures politiques, ce sont des moines soldats. C'est des gens qui sont tellement convaincus qui se donnent corps et âme à un projet politique. Après, est-ce qu'une fois qu'ils arrivent dans le système, finalement, une fois qu'ils sont au pouvoir, est-ce qu'il y a une sorte d'usure du pouvoir, une volonté de vouloir y rester et donc de se faire élire à tout prix? On ne peut pas totalement l'exclure, mon cher Edouard. Comment tu as vécu ta campagne d'ailleurs? C'était une 2023. superbe expérience, vraiment, mais extrêmement intense. C'était pendant 6 mois, ou en fait pendant 6 mois, c'est 7 sur 7, du matin au soir. Et puis, comme c'est une élection, c'était au niveau du Conseil national, donc la circonscription, finalement, elle est sur l'ensemble du canton de Vaud. Et le canton de Vaud est quand même un grand canton, et c'est là où on se rend compte à quel point il est très grand, parce que quand tu as sur une journée un événement qui commence à Nyon, et puis que tu dois aller ensuite à Sainte-Croix pour terminer à Châteaudet, en fait, à la fin de la journée, tu es sur les rotules, puis sauf que là, c'est une journée sur les 7 de la semaine. C'est une semaine sur les, je sais pas, peut-être sur les 20 ou 30 semaines qui sont dans le cadre de la campagne. Donc, c'était extrêmement passionnant parce que tu vois en fait comment le système fonctionne de l'intérieur, mais c'était extrêmement usant. Moi, j'ai pris 7 kilos, même plus, hein, pendant ces 6 mois de campagne. Parce que 1 kilo par mois. Exactement, en moyenne 1 kilo par mois, tu vois. C'est à peu près ça. Il paraît que c'est normal. Quand tu es en campagne, tu prends entre 5 et 7 kilos. Généralement, c'est ce que me disent les anciens au niveau des campagnes politiques. Donc, c'était hyper intéressant, c'était passionnant, mais c'était extrêmement fatigant. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, qui accompagne des acteurs politiques en termes de conseils, en communication, notamment dans le cadre des élections, en fait, le fait d'avoir vécu cette expérience-là, dans ma chair, me permet de mieux me rendre compte de ce que j'exige finalement potentiellement de mes clients. Si je leur dis voilà, peut-être qu'avant la campagne électorale que j'ai vécue, je leur disais il faut absolument aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Oui, c'est la même journée. Bah écoute, ma foi, c'est comme ça. Hein, il faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'ayant vécu, peut-être que j'ai une plus grande prise en considération de ce que ça implique et comment tu grilles tes cartouches si tu vas trop fort, trop loin, parce qu'il faut tenir sur la durée. Est-ce que tu as vécu pendant cette campagne, j'imagine tu as fait quelques débats quand même? Oui, bien sûr. Oui. Ouais.
Comment tu as vécu ces débats? Parce que toi qui as l'habitude d'être le modérateur des débats plutôt, Oui. et l'intervieweur, comment c'était d'être de l'autre côté? D'ailleurs, est-ce que l'expérience de la modération t'a appris à être meilleur, tu penses, dans le débat ou pas? Alors, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, je fais aussi beaucoup de média training auprès de dirigeants, soit de politiques, soit de dirigeants d'entreprises. Et bon, il faut le reconnaître, hein, le cordonnier est le plus mal chaussé, comme on dit. Et de l'extérieur, c'est toujours plus facile quand tu es modérateur ou quand tu conseilles les gens de leur dire il faut dire ça, il faut faire ça, il faut avoir telle attitude, etc. Sauf qu'en fait, une fois que tu es dans l'arène finalement d'un débat ou d'une interview, tu es dans les conditions réelles et tu as beau avoir préparé un maximum les éléments, une fois que tu es en conditions réelles, en interview, en débat, bah, le naturel, il revient au galop. Et si tu n'as pas des réflexes qui sont ancrés, tu peux pas forcément les appliquer comme tu le souhaiterais. Ceci pour dire qu'en fait, tu as beau... en fait, c'est l'expérience qui va beaucoup jouer. C'est que pour être bon en débat, alors déjà, il y a des prédispositions, clairement, mais il Ah faut... ouais, tu penses que tu nais bon en débat? Bah, tu n'es bon en tout cas dans la prise de parole. Ouais. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans la prise de parole en public et des gens qui le sont beaucoup moins. Et pour avoir formé un certain nombre de personnes à l'antenne, hein, des journalistes, animateurs, animatrices, euh, tu sais assez vite si, en fait, et de manière générale, hein, quand je coach des personnes pour la prise de parole, tu arrives assez vite à déceler si tu en as pour quelques séances de coaching ou si tu en as pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ah oui. Tu arrives assez vite à comprendre, en fait, s'il y aura beaucoup de boulot ou s'il y a des prédispositions qui font que ça va aller très vite. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui, bah, c'est assez injuste, mais il y a des gens qui sont nés avec une prédisposition pour la prise de parole et d'autres qui ne le sont pas. Et puis il y a aussi, je trouve c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont très bons dans la prise de parole en public euh, quand il y a du monde, mais quand tu les remets dans un setup comme celui-ci, par exemple avec des micros, des caméras, où il y a juste deux personnes, ils perdent leurs moyens. C'est assez Ah ouais, c'est intéressant de marrant voir ça. aussi que c'est en fonction du lieu, du contexte. Il y en a voilà, qui sont bons à faire le show, mais quand tu leur mets une caméra devant, il n'y a plus rien. C'est fou ça. Moi, j'ai la peine que j'ai parce que ça me ferait vraiment plaisir de participer à des débats comme ça. Parce que voilà, j'ai évidemment des idées comme tout le monde sur des sujets arrêtés. Mhm. Mais j'ai le sentiment, et je trouve que c'est ça le plus impressionnant dans les débats politiques que j'aime regarder, c'est la, la capacité à pas péter un câble en fait. Non mais, Oui. non mais vraiment, moi j'aurais vraiment beaucoup de peine, je pense, à parler ici pendant une heure et demie avec quelqu'un avec qui je suis fondamentalement désaccord. Mhm. Et je sais pertinemment que je pourrais jamais être en accord avec ce qu'il dit et ne pas péter un câble. Bon, C'est ça que tu es en train de... non, pas vraiment, parce qu'en fait, ne pas péter un C'est- câble, généralement, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que généralement, en tout cas pour les personnes qui ont une certaine expérience au niveau de la prise de parole, donc les politiques à haut niveau, ils se connaissent tous. Donc en fait, ils Ouais. savent tous qu'ils jouent un jeu aussi, on va se dire les choses. Ouais. Tu peux vraiment te friter pendant un débat, mais en fait, tu te rends compte, et en tant que producteur ou en tant que modérateur, des fois, maintenant c'est plus surprenant, mais en début de carrière, c'est vrai que c'était assez surprenant de se dire, mais ils vont en venir aux mains. Et en fait, j'exagère à peine, mais ils se font la bise après. C'est vrai. Donc il C'est y a vrai vraiment que ce côté où ça montre à quel point c'est hypocrite la politique. ça montre à quel point, en fait, mais ça dépend où, tu sais, parce qu'il y a aussi des éléments culturels. Moi, j'ai travaillé à essentiellement Lausanne, Genève et puis Berne, et Fribourg aussi un peu. Et moi, j'ai adoré, par exemple, travailler à Genève. Euh, mais la culture est très différente à Genève, à Lausanne et encore plus à Berne. À Genève, tu as une culture politique et médiatique d'ailleurs, qui est beaucoup plus dans la confrontation. Et l'exemple que je te donne là est un exemple genevois, où ça se fritait, puis en fait, à côté, c'était des potes. Et c'est vrai que moi, tout début de ma carrière, à ce moment-là, j'étais rédacteur en chef de One FM, j'étais un petit peu surpris, parce que je n'avais pas vu ça à Lausanne ou ailleurs. Bon, les Vaudois, on est un peu plus, on arrondit les angles, et il y a moins ce côté-là, mais c'est vrai que Genève, j'étais très surpris par ça. J'étais surpris aussi par une très forte concurrence entre les médias. Est-ce que c'est l'influence française probablement, hein, quand on est juste à côté. Donc il y a cet aspect-là où il y a une course aussi au scoop, il y a une course à aller le plus vite et à être plus en confrontation. Et c'est vrai que pour revenir à ta question dans les débats,
En fait, oui, à un moment donné, il y a une sorte de jeu qui se crée. C'est pour ça aussi que euh, dans les médias, tu as les bons et les mauvais clients. Pour un journaliste, un producteur, bah, des fois, tu as meilleur temps. Je vais grossir le trait hein, pour que ce soit assez clair. Tu peux avoir sur un sujet technique, on va dire, tu peux avoir le prix Nobel ou quelqu'un qui touche pas vraiment le POC sur le sujet, mais par contre, l'autre parle beaucoup mieux. Bah, on aura tendance plutôt à choisir celui qui parle mieux C'est vrai. que celui qui est hyper compétent. Parce que, bah forcément, s'il parle mieux, tu comprends mieux ce qu'il dit. Si tu vises le grand public. Quelqu'un qui est hyper spécialisé dans son domaine et qui te parle avec du jargon, si ce n'est pas ton domaine, tu ne vas pas comprendre. Donc si tu es un média grand public, tu vas quand même préférer quelqu'un qui est peut-être moins compétent, mais qui parle mieux. Et si je fais le parallèle aussi, c'est un gros problème aussi pour la voix des femmes, par exemple. Euh, Moi, j'ai toujours eu un problème, surtout pour les émissions économiques, à faire venir les femmes. Ça change enfin, heureusement, un petit peu, mais le truc classique, c'est tu invites une entrepreneur femme à venir sur le plateau. euh, Trop souvent, et encore aujourd'hui, on me dit ah, mais c'est super. euh, sur quel sujet, quelles sont les questions que vous voulez me poser? Et ce qui vient très souvent, c'est et pourquoi moi? Ah Un ouais. homme, il pose jamais cette question. Un homme, jamais, jamais, un homme va dire mais pourquoi vous avez pensé à moi? Un homme, tu C'est fou, ça. l'invites, j'exagère encore, mais il s'appelle s'il dit ok, c'est quand, c'est où? Ok, je suis là. Ah, mais on va parler de quoi au fait? Ouais. Et c'est vrai que les femmes, souvent, elles veulent s'assurer qu'elles sont la bonne personne, euh, qu'elles sont compétentes sur le sujet, sur le domaine. Et puis, trop souvent, là encore, ça arrive, c'est que des fois, tu es en négociation, tu veux vraiment avoir cette personne-là comme invitée. Et au final, je souris, mais c'est malheureusement trop souvent le cas encore aujourd'hui. Elle te dit, écoutez, oui, je suis disponible. Oui, le sujet m'intéresse, mais je ne le sens pas. Ah Euh, ouais. Par contre, j'ai un super collègue. Il C'est est vrai. super compétent, il est bien. Et en plus, il est disponible. Je lui ai demandé, il peut venir à ma place. C'est incroyable. Et là, je suis non, si je vous ai demandé, c'est parce que je vous veux vous, c'est pas, je veux pas votre collègue. Encore une fois, ça commence à changer, mais c'est encore trop souvent le cas, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés aussi euh, à avoir des femmes, surtout dans le domaine économique, euh, à venir s'exprimer, parce qu'en face, bon, on a beaucoup de gens qui, en fait, prennent le pas, le dessus, et puis viennent et pensent avoir la science infuse, et s'imposent, en fait, finalement, d'une certaine manière. Dans les médias, maintenant, il y a quand même une prise de conscience de ça, et on essaie d'équilibrer ces éléments-là. Mais ça, c'est pour revenir sur l'élément de débat que tu évoquais avant. C'est qu'en fait, à un moment donné, oui, tu as des gens qui sont tellement habitués, spécialisés même de la joute verbale, qu'ils en deviennent, en fait, c'est presque machinal. Euh, mais du coup, ils sont jusqu'à un certain point très bons. Mais souvent, les gens qui sont parfois la caricature d'eux-mêmes dans le débat, ils saoulent vite le public. Donc, à un moment donné, tu as fait le tour aussi, Ah ouais. Parce je que pense. je me dis, ouais, c'est marrant ce que tu dis sur les femmes, parce que j'ai voulu, quand je faisais j'avais cherché à faire un épisode sur le droit du bail, et j'avais eu contact avec une avocate, c'est vrai, à Genève, et puis elle avait fait exactement ça. Elle dit oui, c'est quoi le sujet, machin, j'ai donné toutes les questions, un peu les thématiques, le fil rouge, puis elle a réfléchi pendant 10 jours, après elle m'a dit oui, non, c'est top, ça me plairait bien, mais en fait j'ai un collègue à Lausanne, il pourrait faire ça sans autre. Ouais, mais c'est un Voilà. classique. C'est Alors, incroyable. c'est le fameux Euh, syndrome de l'imposteur qui est, je pense, plus présent évidemment chez les femmes que chez les hommes pour différentes raisons. Moi, je ne suis pas sociologue ou psychologue, mais je pense que c'est lié aussi à l'éducation, d'une part. Euh, et je pense aussi qu'il y a une question de responsabilité de la part des porteurs d'images, finalement, eux-mêmes. Je vais donner l'exemple d'une, je ne peux pas citer le nom, mais c'est une femme très en vue, entrepreneur en Suisse romande, qui, de manière informelle, dans le cadre euh, dans le cadre d'un apéritif qui vraiment me dit, mais en fait, elle me dit, texto, c'est important que les femmes prennent la parole, c'est important qu'elles se fassent entendre, c'est important qu'elles donnent l'exemple. Bon, moi je lui dis, bah parfait, on se voit quand pour une émission? Et bon, bah, dans le feu de l'action, elle dit, oui, mais quand tu veux, tu m'envoies un mail, tu m'appelles, on s'organise ça. Ça fait 6 ans que j'essaie de l'avoir sur un plateau. Donc moi, c'est ça qui me dérange, en fait. À un moment donné, il n'y a pas de problème, évidemment, si tu la sens pas de venir, tu viens pas. Mais par contre, quand il y a une dissonance entre le discours et les actes, moi, ça me pose problème. Si la personne en face me dit, il faut effectivement se montrer, et ce qui est juste, parce que si les gens ne se montrent pas, il n'y aura pas d'inspiration. Donc il faut
parfois se faire violence pour montrer, en l'occurrence dans l'exemple qu'on cite, pour montrer aux jeunes femmes que oui, c'est possible de faire une carrière de haut vol dans le monde économique, mais pour ça, il faut s'exprimer. Ok, fair enough, venez et on en parle. Et la personne me dit non, moi j'ai un gros souci avec ça. Pour rebondir sur les débats dont tu parlais avant, celui qui connaît tout par cœur, celui qui parle bien, Mhm. celui qui parle bien prendra sûrement plus de place. Si je devais préparer un débat, parce que j'arrive pas à me rendre compte comment on fait pour préparer un débat politique, mais si je devais préparer un débat, moi c'est exactement ce que, en fait, je ferais des jeux de rôle en Oui. essayant de prendre une personne en face qui justement est du camp opposé ou la personne que j'aurai en débat, et puis justement je réfléchirais à toutes les statistiques que je pourrais envisager sortir ou avoir la question en face pendant le débat, et je les apprendrai par cœur, quoi. Mais comment ça se prépare un débat fondamentalement Bon, politique? déjà, intrinsèquement, c'est aussi par rapport au sujet. D'abord, tu l'as évoqué, il faut faire attention avec les chiffres, à mon sens. Ah oui. Parce que ça peut marcher si tu veux utiliser ce qu'on appelle le discours d'autorité, ou l'argument d'autorité. C'est, moi je suis un spécialiste de tel domaine, prenons le cas de l'immobilier. Si nous on a un débat sur l'immobilier, tu pourrais très facilement m'envoyer dans les cordes en me balançant que des éléments techniques. Bon, moi je me sentirais acculé et donc je me sentirais pas à l'aise. Mais il faut jouer de ça avec parcimonie. Parce que si toi tu es trop dans ce côté-là, mais en fait, le public, les gens qui te voient, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais en fait, tu n'as pas d'empathie. Tu Ah ouais. tapes sur ton adversaire, alors que lui, il a pas, c'est pas qu'il ne s'est pas préparé, c'est que ce n'est pas son domaine de prédilection. Par exemple, hein, si je prends le cas de l'immobilier. Donc, le premier point, c'est évidemment la connaissance du sujet. Et là, en tant que, on va dire, accompagnateur ou conseiller ou préparateur d'un débat, tu ne peux pas faire grand-chose. Parce que le sujet, il doit être maîtrisé. Ça, c'est le numéro un. Le vrai enjeu, une fois que le sujet est maîtrisé, c'est comment tu fais en sorte d'utiliser les bons arguments au bon moment. Et là, il y a tout un certain nombre de techniques en termes de préparation spécifiquement, et surtout de prise de notes. Qu'est-ce qui fait que tes notes vont être utiles ou pas pendant un débat? Soit tu n'as pas besoin de notes, et puis à ce moment-là, c'est très bien, parce que tout est clair dans ta tête, etc. Mais il n'y a rien de pire que des gens qui viennent avec un classeur fédéral de notes, écrit en Times New Roman 10. Il n'y a rien de pire pour en fait te créer ton propre piège. Parce que les notes, elles doivent quand même te servir réellement en cas de difficulté à regarder tes notes et savoir tout de suite où tu en es. Si tu as des pattes de mouche sur tes notes, on est en plein débat, ça peut arriver, il y a un blanc. Et là, imaginons c'est en direct, tu vas te retourner sur tes notes, mais si c'est en tout petit, tu sais plus où tu es perdu, et c'est encore pire, c'est la catastrophe. Donc la règle d'or, déjà, c'est on n'utilise que des mots-clés pour les notes, parce que tu te seras préparé en amont. Donc quand tu te prépares en amont, il faut savoir se faire confiance. Donc tu sais que tes sujets, tu les as travaillés, donc tu vas peut-être juste sur ta feuille avoir que des bullet points et des mots-clés. Parce qu'au moment où réellement tu en as besoin, si tu es en mode panique, tu regardes ta feuille et tout de suite, avec les mots-clés, tu sais où tu en es. Mais si tu as 10 feuilles et que tu dois les retrouver, c'est déjà mal parti. Après, il y a mille choses qu'on peut dire sur la préparation, sur ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, dans les débats, généralement, plus tu es proactif, mieux c'est. C'est-à-dire que si tu es vraiment dans le côté genre, j'attends, bon élève, qu'on me donne la parole et que j'intervienne, tu manques peut-être le coche. Par contre, si dans un débat, tu es alerte, à chaque moment, tu es prêt à rebondir et à montrer au modérateur que tu as envie de prendre la parole, tu vas naturellement prendre plus la parole que les autres. Même le modérateur, naturellement, en fait, il faut imaginer que tu es plus un partenaire du modérateur. Le modérateur, si toi, il a, je sais pas, 5-6 personnes autour de sa table, et ces 5-6 personnes ne sont pas proactives, mais attendent simplement qu'on leur donne la parole, c'est moins intéressant pour le modérateur, le producteur, et pour le public. Par contre, si tu as juste 2 personnes qui prennent l'initiative, qui demandent à prendre la parole, voire même qui prennent la parole sans qu'on la leur donne, avec respect évidemment, mais ça crée du dynamisme. Ça crée de l'entrain, et le modérateur, le producteur, il est content. Parce qu'il y a de la matière qui se crée. Et puis après, il y a tout plein de petites techniques. Tiens, je vais donner une technique, Edouard. Et ça peut être utile autant dans le cadre d'un débat que dans le cadre privé. Par exemple, tu es en train de te friter avec ta moitié, ou tu es en débat, et d'un coup, il y a le blanc. Mais ça peut arriver à tout le monde. Tu es là, on est en train de discuter, et puis d'un coup, tu te dis, mais attends, est-ce
est-ce que j'ai fermé la porte en partant ce matin? Ou est-ce que j'ai donné à manger au chat? Ou est-ce que j'ai préparé des pique-niques pour les enfants? Et d'un coup, à ce moment-là, tu te rends compte qu'on attend que tu prennes la parole. En fait, tu n'as pas écouté. Bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, il y a un truc qui marche 9 fois sur 10, je te la donne. Tu regardes la personne et tu lui dis, c'est-à-dire. 9 fois sur 10, C'est pas gros. tu vas avoir le temps de pouvoir reprendre. Parce que la personne, le c'est-à-dire, il n'y a pas d'agression. Le c'est-à-dire, c'est ouvert. C'est-à-dire, la personne qui a posé la question, c'est « Ah, mais peut-être qu'elle n'a pas compris ce que je lui ai dit, donc je vais répéter ma question. » Ou je vais redonner un contexte. Dans tous les cas, la personne va te redonner des informations qui vont te permettre de retomber sur tes pattes et de pouvoir répondre à la question. Ça marche une fois, hein, dans le cas d'un débat. Tu ne fais pas ça En général, deux, t'es un trois peu fois. concentré dans le cas du débat. Évidemment. Ouais. Pour un débat qui dure une demi-heure, par exemple, combien de temps de préparation tu dois avoir? C'est quoi le ratio? Je sais pas s'il y a un ratio, hein. Je te donne un exemple. J'ai fait une dizaine d'années de violon au conservatoire et du coup, je donnais des auditions. Et dans les auditions, mon prof me disait toujours, tu dois pouvoir jouer ton morceau 7 fois de suite sans erreur pour pouvoir être prêt pour l'audition. Ça veut dire que le moment où tu arrives à faire ça, habillé comme à l'audition, c'est important de toujours s'habiller, hein, comme quand tu présentes. J'imagine en débat, c'est pareil. Hein. Tu dois être dans les conditions les plus similaires possibles au moment où tu es, pour être à l'aise. Et si tu arrives à faire ça, c'est la 7e fois où tu joues, la fatigue compense le stress que tu auras le jour où tu es à l'audition. Et donc tu sauras jouer. Oui. Alors, ça dépend beaucoup des personnes. En fait, encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend du sujet, ça dépend du cadre. Les enjeux ne sont pas les mêmes si, par exemple, je vais donner un exemple concret. Ce qui m'arrive de faire assez régulièrement, c'est par exemple, je suis appelé pour les communications de crise. Il y a un dirigeant d'une des plus grandes sociétés de Suisse qui doit faire une interview le lendemain ou le soir même dans le 19h30 avec Philippe Brevin, par exemple, pour donner un exemple type. Okay, bon, quand tu as une personne qui est, par exemple, CEO d'une entreprise d'une envergure importante qui va sur un plateau de la principale émission d'information du pays, la personne est quand même bien rodée. Donc, bien rodée, ça veut dire informé par la RTS de ce qui va... Non, bien rodée, c'est-à-dire que c'est une personne qui a quand même l'habitude de prendre la parole en public. Donc, dans ce cas-là, en fait, tu sais que ce que tu vas faire, c'est juste préparer la personne pour qu'elle se mette en condition de l'interview donnée. Parce qu'une interview, si c'est une interview, ce qu'on appelle dans ce cas-là une interview de rupture dans le jargon, c'est-à-dire que c'est une interview qui est faite pour te rentrer dedans. Dans ce cas-là, je sais pas, il y a un scandale qui est sorti au sujet de l'entreprise et puis le patron est OK pour pouvoir s'expliquer devant le public à travers une interview dans le 19h30 par exemple. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interview, elle va durer peut-être 4 minutes. Donc c'est extrêmement court, voire très long. En fait, ça dépend. Soit tu passes un bon moment et à ce moment-là, ça passe très vite, soit tu passes un mauvais moment et ça peut paraître extrêmement long. Et en fait, ce qu'on va faire dans ces cas-là, parce que toujours dans des prestations de prise de parole en public, en fait, tu entres dans une espèce de capsule spatio-temporelle. Tu n'as plus la notion du temps. Tu peux être une interview, ça peut être 3 minutes ou ça peut être 30 minutes, tu n'as pas la notion du temps. Et donc, en fait, là, on va vraiment s'atteler à préparer la personne dans les conditions de l'exercice donné. Ça veut dire qu'on va la mettre vraiment dans une posture où, en fait, pour que la personne comprenne que, par exemple, si c'est 4 minutes, qu'elle se rende compte de ce que c'est 4 minutes. Donc, on va faire ce qu'on appelle du drill. On va répéter, pour que la personne ait les bons réflexes et juste qu'elle ait la notion du temps, par exemple, sur une interview aussi courte et aussi importante. Et là, ce qu'on va travailler, c'est les messages clés, par exemple. Parce que quand quelqu'un intervient sur un laps de temps aussi court, là aussi, il ne faut pas abuser. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui répète comme un perroquet pendant 4 minutes à toutes les questions les mêmes messages clés. Donc, ça ne va pas non plus. Mais disons, dans ces cas-là, donc voilà, on va travailler sur avoir la notion du temps dans les conditions réelles, comme tu le dis, effectivement. Si vraiment c'est un enjeu majeur, on va même le faire dans des conditions réelles, en plateau de TV, avec des caméras, etc., pour que la personne soit vraiment comme en conditions réelles au moment de l'interview. Et puis ensuite, c'est le contenu, c'est les messages clés, pour être sûr que les messages importants passent d'abord. Parce qu'encore une fois, ça passe très très vite. Donc si on n'a pas donné les messages clés tout de suite, en fait, on se rend compte que l'interview se termine, puis la personne dit merci beaucoup, bonne soirée, et puis tu es là,
j'ai pas pu tout dire. Il faut aussi accepter, ça on prépare aussi les intervenants là-dessus, c'est que toujours l'exercice de la prise de parole en public, c'est toujours et constamment, tu en sors frustré, toujours, parce que on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on a toujours un truc qu'on aurait pu dire, qu'on aurait mieux dit de cette manière, etc. Il faut juste l'accepter. L'important, c'est est-ce que j'ai pu dire les choses les plus importantes dans le laps de temps qui m'était imparti au vu des conditions qui étaient données. Donc, pour revenir à ta question, ça va dépendre. La personne qui a justement le CEO d'une grosse boîte va avoir les ressources pour pouvoir finalement être face à cet exercice-là. Par contre, quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, c'est une préparation qui est totalement différente. Si c'est la première fois qu'une personne va prendre la parole dans le cadre d'un média, là, l'approche va aussi être différente. Et puis souvent, on ne sera pas sur une interview de rupture. On va plutôt être sur une interview où les gens vont essayer de comprendre l'interlocuteur en face. Et donc, toutes les méthodes aussi de préparation vont beaucoup évoluer et changer en fonction, encore une fois, du profil de la personne et puis de l'enjeu que ça représente. Après, il faut se re-regarder en replay le passage qu'on a fait. Il n'y a pas de miracle. Ça, C'est à un moment donné, si on veut c'est progresser... le plus cauchemardesque des exercices. Oui et non. Alors déjà, si on veut progresser, tu es obligé de te voir et de t'entendre. Après, j'ai pour habitude toujours de dire qu'en fait, le visage que nous, on voit, notre visage que l'on voit, et notre voix, notre propre voix que l'on entend, nous sommes les seuls à nous entendre et à nous voir de cette manière-là. Ouais. Absolument tout le monde nous voit comme nous on se voit à travers l'écran ou à travers la voix que l'on entend. Parce que notre voix, elle paraît différente à notre oreille, mais par contre, celle qu'on entend, la voix qu'on entend à travers le poste, son ordi ou quoi que ce soit, c'est la voix que tout le monde entend. Donc une fois qu'on a accepté ça, effectivement, il faut pouvoir s'entendre, se voir, et c'est que comme ça qu'on peut progresser, parce que là aussi, en termes de coaching, je peux te dire, attention Edouard, tu as des tics là, là et là, tu dis ok d'accord, je vais faire attention, mais tant que tu ne le vois pas, tant que tu n'es pas confronté à ta propre image, c'est beaucoup plus compliqué de t'en rendre compte et puis de te dire ah ouais ok. C'est vrai que là je remarque, en 10 minutes j'ai dit 20 fois ce tic-là, je l'ai fait ou je l'ai dit, là tu le comprends. Et à partir de là, on va pouvoir travailler justement pour déconstruire éventuellement ces tics. Est-ce qu'en politique, il y a de la mauvaise publicité? Parce qu'on a tu sais, souvent on dit que pour les entreprises, les sociétés, il n'y a pas de mauvaise publicité. Je dirais que ce soit de la bonne publicité ou de la mauvaise publicité, je veux dire, c'est de la publicité. Et donc, on t'a vu, on parle plus de toi, ça fait plus de bruit, on s'intéresse plus à toi. Il y a forcément des gens qui te voient en plus, qui sont quand même intéressés à ce que tu fais. Est-ce que la politique, ça fonctionne de la même manière ou bien clairement... on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas le même marché, hein, c'est pas la même politique. Mais je pense intimement que Donald Trump s'est fait élire aussi sur la base de tous les podcasts qu'il a fait. Donc il soit plus ou moins clivant. Mais je sais pas quelle est la limite en politique. Si on avait une personnalité qui a complètement chuté. Alors bon, il y a plusieurs choses dans ce que tu évoques. Si on prend juste le cas de Donald Trump, il faut quand même reconnaître, on peut penser ce qu'on veut de lui, c'est une bête politique. C'est quelqu'un qui a un sens politique qui est hors du commun. C'est quelqu'un qui, moi, quand j'apprends comment il fonctionne, que par exemple, c'est un président qui ne lit pas les mémos, c'est un président qui ne lit pas tout court. On pourrait se dire, tu vois, sur le papier, tu dis, mais quelqu'un comme ça ne peut pas être président. Bah si. Et c'est là où tu me disais pourquoi est-ce que je suis passionné de politique, c'est ça qui me passionne aussi. C'est comment est-ce que finalement, c'est quoi le sens politique? En l'occurrence pour Trump, c'est une personnalité qui est là au bon moment, au bon endroit. Les choses coïncident pour que cette personne-là ait les responsabilités du pouvoir. Encore une fois, indépendamment de ce qu'on peut penser de sa politique, c'est quelqu'un qui a un sens politique absolument phénoménal et qui, en fait, déjoue tous les pronostics en sciences politiques qu'on pourrait amener sur des éléments factuels. Ensuite, sur l'aspect, est-ce que toute publicité est bonne à prendre? Je ferais quand même une différence entre les sociétés et la politique. Parce que je pense quand même que pour une société, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne pense pas que pour une société, toute publicité soit bonne à prendre, même les publicités mauvaises, parce qu'il y a un impact tellement important potentiellement sur la marge des affaires que je ne pense pas que ce soit vrai pour les entreprises. Par contre, et ça je vais dire quelque chose peut-être que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais je l'assume, je pense qu'en politique, beaucoup plus qu'ailleurs, toute publicité est bonne à prendre. Oui. Ah ouais?
Parce qu'en politique, il y a en fait, je trouve que l'attention médiatique, il faut l'assumer, hein, parce que c'est une pression, je pense qu'on ne se rend pas compte, hein, de ce que c'est qu'une pression médiatique quand on est dans l'œil du cyclone. Mais par contre, pour l'acteur politique, si ce n'était pas le cas avant, euh, une tempête, même très importante, renforce l'aura de la personne. Et en politique, l'aura, c'est très important. En politique, quelqu'un qui... je ne vais pas citer de nom, mais moi j'ai eu affaire en accompagnement à des gens en pleine crise, vraiment. En fait, c'est des personnes qui n'avaient soit pas beaucoup d'expérience en politique ou qui n'étaient pas encore vraiment qui se sont pas confrontés à la dureté médiatique. En fait, c'est des gens en pleine tempête ou après un cas d'une crise politique. C'est des personnes qui, quand elles rentrent dans une salle, d'un coup, il y a un truc qui se passe. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais parce qu'il y a eu toute cette attention sur la personne d'un coup passe entre guillemets, à un autre niveau. En termes de perception. D'importance qui est... Degré d'importance. Il y a un côté starification qui entre en jeu aussi, mais qui contribue à cette aura. Et je sais que d'autres confrères ne vont pas être du tout d'accord avec ma prise de position. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que le vrai sujet, c'est comment tu gères la crise et comment tu fais pour que la personne en sorte gagnante sur le plan politique. Par contre, si on parle juste sur le moment, et pas à long terme, mais sur le moment de l'impact d'une crise, donc d'une publicité mauvaise pour une personne, je pense qu'en politique, elle est plutôt bonne parce que ça renforce la stature de la personnalité politique sur le moment. Et en tout cas, moi, dans mon expérience, quand j'étais confronté à ça, j'ai trouvé ça vraiment très frappant. C'est qui la personnalité la plus impressionnante ou charismatique que tu as eue dans les interviews? C'est difficile à répondre parce qu'il y a eu beaucoup de... je vais te répondre différemment. Je vais faire une réponse de politicien, Edouard. Je ne vais pas te répondre directement, mais je vais te dire plutôt ce qui m'a frappé de manière générale. C'est encore une fois comment est-ce que certaines personnes, en vrai, sont bluffantes d'un point de vue de charisme et comment elles perdent tous leurs moyens face à une caméra. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, quelqu'un qui m'impressionne, j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour quelqu'un comme Avni Orlati, on parle d'immobilier. J'étais sûr que tu allais dire ça. Pourquoi? Tu m'avais déjà parlé de ça. Voilà. Oui, parce que... Bon, Avni déjà, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie humainement beaucoup. C'est quelqu'un qui était très difficile à avoir en interview. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. J'ai réussi à l'avoir. J'étais le premier à l'avoir comme pour une interview audiovisuelle. C'était 6 mois de travail. J'ai presque bossé au corps à corps pour le convaincre de venir. Après, ça joue beaucoup au feeling. Mais Avni, c'est vrai que c'est assez frappant. C'est quelqu'un qui... Quand il est, je trouve, personnellement, quand il est en one-to-one, en petit comité, il a un charisme, une prestance absolument folle. Mais tu le mets sur un plateau télé avec des spots de caméra, avec un micro, il perd ses moyens. C'est fou. Et je trouve ça incroyable. Et lui-même le dit. Pour l'interview que j'avais faite, c'est dans l'émission Entrepreneur, que j'ai fait cette émission pendant 10 ans. C'était une émission de 26 minutes en faux direct. Et en fait, il a réussi à se détendre qu'au bout de 24 minutes. Je vais reformuler. J'ai réussi, moi, à le détendre au bout de 24 minutes. En fait, c'était que les 2 dernières minutes. Non, bah non, parce que c'est du faux direct. Donc l'émission doit tenir sur 26 minutes. C'est pas que ce qu'il disait n'était pas intéressant, pas du tout. Au contraire. C'est juste qu'en fait, il lui a fallu autant de temps pour pouvoir juste se sentir plus ou moins à l'aise dans l'interview. Et on arrive au terme de l'interview. Et là, je dis, Avni, parce que je le vois, à ce moment-là, il commence à s'emballer. Et je suis obligé de l'arrêter parce que l'émission s'arrête. Et je lui dis, Avni, je suis désolé. On arrive au terme de l'émission. Vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous reviendrez? Et il me regarde et il me dit, non, je crois pas. Ouais. En live? Ouais, en live, ouais, tout à fait. Et c'est ça. Pourquoi Parce et il dit en plus, juste après, je lui dis, est-ce que vous reviendrez? Il fait non. Je dis, mais pourquoi? Il fait, mais je déteste ça. C'est incroyable. Et moi, j'adore ça. C'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, c'est quelqu'un qui sait que, en l'occurrence, Avni a une position économique qui est tellement grande aujourd'hui qu'il ne peut pas faire, à certains moments, l'impasse sur une présence médiatique, à titre individuel et personnel. Il ne peut pas faire l'impasse. Donc, il doit se montrer ou il doit prendre la parole. Par contre, il va être authentique et sincère. Et ce qui ne lui plaît pas, il va le dire. Et là, c'est égal qu'on soit juste en one-to-one ou qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui regardent, il va te dire la vérité. Avni, vous avez passé un bon moment? Non. Vous reviendrez? Non. Pourquoi? J'aime pas ça. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais. Et il n'y a pas de faux semblant.
Et ça, typiquement, voilà, c'est une personnalité qui est assez impressionnante à ce niveau-là. Mais Si on- dans les Balkans, ils sont assez comme ça. Hein. Même je dirais, la personnalité est assez directe comme ça, assez franche, assez transparente. Oui, alors est-ce que Assez c'est authentique, culturel? Je ne saurais pas dire si c'est... Parce que tu as aussi d'autres... tu as eu, par exemple, Christian Constantin. Il vient pas des Balkans, mais il a le même... Non, c'est pas, tu vois? c'est pas faux. Je pense que c'est plus que Ah, l'aspect peut-être, culturel, peut-être. c'est dans les tripes. Ouais. Si on reste dans le domaine immobilier, pour ceux que je connais qui ont vraiment des tripes et qui, en fait, déjà, n'ont pas plus grand-chose à prouver, hein, mais moi, je mets dans le même sac un Avenue Orlati à ce niveau-là qui n'a rien à prouver, d'un Christian Constantin ou d'un Bernard Nico. Voilà, c'est des gens, C'est vrai. c'est le tempérament, on aime ou on n'aime pas, encore une fois, mais ils n'ont rien à prouver. Et puis, si, ils te disent les choses telles qu'elles sont, telles qu'ils les ressentent et telles qu'ils les imaginent, sur le moment. Tu les as tous eu, hein, Bernard Nico, Oui. Christian Constantin. Oui. C'est lequel qui t'a le plus marqué de toutes ces personnalités immobilières, si on reste dans Oui, l'immobilier. alors j'ai bien compris. Je pense pas que je peux pas faire de classement parce que elles sont. C'est paradoxal parce que je dis ils ont un tempérament qui est identique, mais ils sont Ouais. tellement différents. Je veux dire, moi j'adore un Christian Constantin. Le vrai sujet pour moi en tant que présentateur ou producteur, c'est comment tu gères ces personnalités à l'antenne. Parce que tu sais très bien que un Bernard Nico ou un Christian Constantin, il y a plus de chances que eux gèrent ta production, enfin ton émission, ton programme, que toi. Donc en fait, il y a un fight. Et à un moment donné où tu sais que soit tu acceptes et tu laisses aller les choses, ou soit tu essaies de cadrer la chose, mais face à des personnalités comme ça, tu sais que si tu essaies de cadrer, à un moment donné, ça va friter. Et un Constantin, par exemple, je me souviendrai toujours, je l'ai eu plusieurs fois en interview, mais une fois en l'occurrence, la première fois que je l'ai eu en interview, c'était je pense que c'était au tout début quand je faisais l'émission Entrepreneur. Je le reçois, je faisais une petite blague en disant mais Christian Constantin, j'ouvre l'émission comme ça, hein, Christian Constantin, bonjour, je suis déçu. Je pensais que vous seriez venu en jet. L'aéroport de la Blécherette est pas loin. Il me regarde, il se marre, il fait non. Le jet que j'ai avec Sébastien Loeb, donc il le précise déjà pour marquer le truc. Hein. Il dit mais la piste de la Blécherette elle est trop courte. Voilà, ça c'est un Constantin. Ça c'est quelqu'un qui en fait les premiers instants te pose le cadre et il te fait comprendre, mon coco. Tu croyais que tu vas te marier avec moi? C'est moi qui vais me marier avec toi. Et moi, j'adore ça, parce que c'est là où, aussi pourquoi j'adore aussi, de manière générale aussi, tout ce qui est interview sans filet, qui plus est en direct ou en faux direct, parce qu'il n'y a pas de filet. Et puis que tu sais, c'est le principe de base, c'est le deal. On fait l'émission, on prend ce qu'il y a à prendre tel quel dans l'émission. Il est là, il est parti. Christian Constantin. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'en tant que journaliste, on est... comment tu te sens, toi, quand tu commences des interviews comme ça? Parce que tu n'en as pas que des comme ça, au final. Il y a beaucoup de personnes que tu vois au quotidien. Mm-hmm. Mais dans une émission comme ça, où tu sens que c'est toi qui as plus peur. Je sais pas si ça se passe comme ça, mais je sais pas, c'est l'image que j'ai, moi. Parce que pour le commun des mortels, on se dit, bon, bah, de passer sur la télé devant des caméras, bah, c'est stressant. Mm-hmm. Et puis le journaliste, ça reste la personne qui nous maîtrise pendant toute la durée de l'interview qu'on a. Oui. Mais pour ce genre de personnage, c'est pas le cas, j'imagine. Comment tu appréhendes ce genre de... Bon, je pense que c'est toujours aussi, dans ce genre de cas, ça c'est l'expérience hein, aussi, à bout d'un moment, face à de telles personnalités, il ne faut pas trop respecter forcément le cadre que tu t'es imposé toi-même dans le cadre de ton interview. Je m'explique. C'est toujours une question de préparation. Il faut que tu connaisses ton sujet, il faut que tu saches en tout cas où tu veux aller et ce que tu vas en tirer de l'entretien. Ça, c'est les éléments fondamentaux. Où je vais, à la fin, qu'est-ce que je veux que le public ou à travers le public, moi, j'en retire de cet entretien et de ce moment. Mais au-delà de ça, la clé dans ce genre de cas, c'est d'être présent là, au moment où on se parle. Et c'est que de cette manière-là que tu peux rebondir. C'est que de cette manière-là où tu peux espérer peut-être à un moment ou à un autre, d'éviter d'être dans cette posture de qui est au-dessus, qui est en dessous, qui prend le dessus par rapport à l'intervention. Non, c'est juste en fait d'avoir cette capacité de dire ok, je sais où je veux aller avec mon interview, mais en fait je me laisse guider aussi par rapport au moment présent de comment les choses vont se passer, comment l'interaction va se dérouler et va se passer. Parce que si toi tu es dans l'optique de dire ok, l'erreur ce serait
parce que tu considères que c'est une personnalité forte, donc qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc que tu vas préparer, on revient sur ta liste que tu prépares tes questions, le pire. Et je le vois trop souvent quand il y a des gens c'est une question de manque d'expérience, hein, souvent, qui mènent un entretien, et en fait, ils sont juste à faire le suivi des questions. Et je te pose la première question, tu réponds, et en fait, moi, tellement j'accorde d'importance à l'entretien, et tellement je suis stressé, qu'en fait, je suis déjà sur la question suivante. Mais en étant sur la question suivante, j'écoute pas ce que tu me dis. Ouais. Et C'est ce que j'ai toujours trouvé très compliqué avec. C'est pour ça que je note le moins de choses possible maintenant. non, mais c'est bien, mais je vois justement, en fait, tu n'es pas collé sur, sur ta tablette. Et pour moi, la clé, elle est là. C'est en fait de pouvoir être à l'écoute sur le moment, donc de pouvoir rebondir, et puis d'avoir du répondant si on te rentre, si besoin, d'avoir du répondant si on te rentre dedans. Après, le plus important, ça reste quand même de pouvoir savoir encore une fois où tu vas. Parce que de cadrer un petit peu, si tu vois que l'entretien part dans une direction que tu n'as pas prévue ou que tu ne veux pas, il faut toujours pouvoir après ramener et recadrer avec tact. Mais pour moi, l'enjeu, il est là. Mais le plus important, c'est justement d'être présent, d'être à l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Mais en 25 ou 25 minutes d'émission, ça t'arrive avec ce genre de personnalité de changer complètement le virage par rapport à ce que tu devais Oui. faire initialement. Alors, tu suis pas des questions que tu as notées, parce que tu peux préparer comme tu veux un rendez-vous, mais au final, ce genre de discussion et d'interview, bah, c'est des personnalités, c'est eux qui te tirent un petit peu ou... Alors oui et non, en fait dans le sens où déjà tu te mets d'accord sur... Moi je donne jamais mes questions à l'avance. Dans le cadre d'une émission, je trouve que c'est un deal. Je viens pas pour casser du grain sur les gens, tu vois. C'est dans les émissions, en tout cas économiques, que je produis, c'est surtout avant tout pour comprendre le parcours, découvrir la personnalité. Et s'il y a des sujets un peu sensibles, je préviens à l'avance en disant bah, on va traiter tel ou tel sujet. Et puis on discute. Après, on arrive sur une négociation. La personne veut parler, veut pas parler. Moi, souvent, si l'interlocuteur ne veut pas aborder un sujet, je lui dis bah, en tout cas, moi, je dois poser la question. Je peux comprendre que vous ne vouliez pas y répondre, mais moi, je suis dans mon rôle de journaliste, je pose la question, et vous me dites que vous ne voulez pas répondre, et puis à la limite, on n'insiste pas ou ce que vous voulez, mais je me dois de poser la question. Généralement, c'est un terrain d'entente qu'on arrive à trouver dans des cas un peu sensibles. Mais quand t'es en live, c'est terrible, ça. Bah, on prépare en amont, ça. C'est-à-dire, je vais jamais... Parce que tu peux pas, sur un sujet vraiment sensible, tu peux pas tendre un piège. Parce que si moi je commence à tendre un piège, j'ai plus d'invités. Ouais. Tu vois, si bien sûr. la construction des émissions économiques, cette construction s'est faite sur des années, parce que pour que des capitaines d'industrie acceptent de venir en interview, c'est que tu as forcément une réputation. Et que cette réputation, c'est que, bah, ok, on y vient parce que le sujet peut être intéressant, mais on y vient aussi parce qu'on va passer du bon temps et puis que je ne vais pas me faire massacrer. Parce que si je commençais à vouloir faire du mal à chaque interview, à ce moment-là, c'est plus une interview d'entretien économique où on cherche le parcours des gens, ça devient une interview de rupture où on va chercher la confrontation parce que et le format serait totalement différent, et puis on ne serait pas sur une émission économique, mais on serait sur une émission d'actualité. Voilà, le cadre serait quand même assez différent. Mais du coup, en fait, dès le moment où tu sais où tu veux en venir et tu sais quels sont les éléments, même potentiellement sensibles, que tu veux aborder, tu préviens à l'avance. Mais après, d'un coup, il peut arriver, effectivement, et c'est la beauté du moment, c'est que d'un coup, il peut arriver que la personne en face de toi te sorte un truc que tu n'avais pas prévu. Et en fait, c'est aussi pour ça que moi j'aime ce métier, c'est que tu acceptes de dire, bon bah ok, on va prendre 5 minutes juste pour parler de ça. On ne l'avait pas prévu, mais parce que c'est un beau moment, parce qu'il y a un truc qui se passe, on y apprend quelque chose. Et pour reprendre l'exemple d'Avni, par exemple, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément prévu, mais il m'a parlé à un moment donné de ses frères. Et c'est un moment, bah, il parlait de comment, quand lui, il arrivait en Suisse avec ses frères jumeaux, comment est-ce qu'il rêvait de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et il me disait, bah, en fait, bah, on était là avec mon frère, j'étais dans ma chambre, on regardait le plafond et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous utiliser le potentiel qui est en Suisse. Et ils sont lancés dans la petite démolition parce qu'ils voyaient que personne ne voulait faire ça. Et je trouvais que ce moment-là, bah, moi, j'étais tout à fait OK de passer 5 minutes sur ce moment-là parce qu'il y avait une force dans le témoignage et dans ce qu'il disait. Ce n'était pas du tout prévu.
bah, je préfère prendre 5 minutes au détriment peut-être d'un autre aspect que j'avais prévu, que je voulais traiter, parce que sur le moment, c'était très fort. Et dans le cas de d'Avni, c'est les caméras qui posent problème dans un cas comme celui-là. Parce que je me dis, une personnalité pareille qui a autant d'employés au final dans les groupes qu'il possède, il est forcément confronté tous les jours, certainement, à expliquer à des dizaines de personnes, à faire des présentations, je pense, à parler à des groupes tout le temps, donc de toujours faire des présentations. Donc il doit être quand même un petit peu d'une manière ou d'une autre très expérimenté dans l'expression en public. Tu sais, c'est beaucoup, encore une fois, ça Je ne sais dépend. pas si tu l'as déjà vu dans une présentation hors caméra. Oui, il est tout à fait à l'aise, bien sûr. Et ça fait c'est la partie. caméra. Ouais. Ça fait partie de ce que tu disais de ces gens, en fait, en public. En gros, s'ils ont affaire à des humains, entre guillemets, et qui savent que ce qu'ils disent, c'est juste sur le moment. Peut-être, je fais une extrapolation, peut-être que c'est ça. C'est de se dire, en fait, ce que je délivre là, c'est juste avec les personnes qui sont en face de moi. Alors que dès le moment où tu t'exprimes dans des médias, tu n'as plus vraiment la maîtrise. Dans le sens où la diffusion, elle est faite. C'est un petit peu comme pour revenir au livre que tu évoquais au tout début, la rédaction du bouquin. En fait, ce qui, moi, m'a frappé dans le bouquin, c'est que c'est quelque chose qui ne t'appartient plus. Et ça donne un peu le vertige. C'est-à-dire que dès le moment où ton bouquin est publié, tu ne sais pas qui va le lire. Et moi, ce qui me donne le vertige, c'est encore aujourd'hui, de 2 ans après, il y a des gens que je ne connais pas qui me racontent des anecdotes que j'ai écrites dans le livre et que j'avais oubliées. Et je suis là, mais comment tu sais ça? Mais dans ton bouquin. Ah ouais, purée, ok, j'avais complètement oublié que j'avais... Parce que toi, t'es passé à autre chose. Ouais. Mais en fait, le bouquin fait sa propre vie de son côté. Et peut-être que justement, par rapport aux médias, c'est un peu la même chose. C'est peut-être ce vertige-là qui te dit, mais en fait, pour certaines personnes, bah, là au moins, ce que je délivre, c'est maintenant et c'est sur le moment présent avec les gens qui sont là. Mais dès le moment où c'est enregistré, dès le moment où c'est diffusé, bah, ça peut se retrouver peut-être 2 semaines, X mois ou années après. Et peut-être que ça peut être un élément de donner un peu le vertige. Je peux te donner un autre exemple d'une autre personnalité. Là, je ne pourrais pas citer le nom, mais c'est quelqu'un qui arrive pour l'enregistrement de l'émission et je vois que bon, c'est quelqu'un, c'est vraiment dans le domaine, c'est un cadre, quoi. Il arrive hyper stressé et il me dit, écoute, Nasrat, moi j'ai l'habitude quand même de faire des gros deals et tout, la pression je connais. Je dis, oui, j'imagine. Mais là, je n'ai jamais été aussi stressé que maintenant. Et imagine-toi, tu as quelqu'un qui est vraiment... tu te dis, mais tu le vois dans... Son nom apparaît partout, c'est quelqu'un qui est très connu. Et tu te dis, mais comment est-ce que, pour juste une interview télévisée, la personne se met dans cet état? Et la personne me dit à un moment donné, ça c'était énorme, cette personnalité me dit, on entre dans le studio, c'était un lundi matin, on enregistrait, et il me fait, il vient vers moi tranquillement, et il me fait, Asrat, t'as pas un petit coup? Un petit coup de quoi? Un petit coup de blanc. Donc, je sors, on avait une bouteille dans les studios au frigo, je sors une bouteille de blanc, on a bu ensemble, on était 3 à boire la bouteille. Moi, je déteste ça, évidemment, à l'antenne, mais là, c'est quand même mon invité principal, et c'était pas n'importe qui, et je veux mettre à l'aise. Je pense que le tiers de la bouteille ne lui a pas suffi, moi, j'étais pompette. Et aujourd'hui, quand je regarde l'émission, je me dis, mais en fait, c'est des bons moments. Mais tu vois, sur le moment, tu te dis, mais comment est-ce que une personne, de nouveau, qui a l'habitude, donc tu n'es pas dans la tête, tu sais pas comment est-ce que cette personne, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle appréhension de ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout un cérémonial dans le cadre d'une émission télé. Tu arrives, tu te fais maquiller, donc si tu n'as pas l'habitude de te faire maquiller, déjà, t'imagines, tu as une personne qui est là à 10 cm de toi, qui touche ton visage. Même si tu es quelqu'un qui a du bagou, qui a l'habitude de parler en public, si tu n'as jamais mis les pieds sur un plateau télé et que tu t'es jamais fait maquiller, c'est un moment déstabilisant. Typiquement, hein, c'est juste un exemple. C'est vrai. Mais juste ça peut déstabiliser. Puis ensuite, on te pose le micro. Ensuite, quand tu arrives sur un plateau de télé, tu as des spots qui sont quand même très importants. Enfin, il y a la lumière, il y a l'agencement. Donc, il y a plein de choses qui font qu'en fait, tu sors de ta zone de confort. C'est difficile de se préparer, ouais. Et donc, forcément, si tu n'as pas l'habitude, c'est difficile de se préparer. Et puis là, c'est l'expérience aussi qui entre en jeu. C'est que si, évidemment, tu es habitué des plateaux télé, ça passe un peu tout seul. Mais pour revenir aussi intrinsèquement à ce qu'on disait, initialement, c'est que y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Ils sont là, bon, ça va être cool.
L'enjeu, je ne vais pas me prendre la tête, je vais passer un bon moment. Et puis, généralement, ça se passe bien. Et d'autres personnes, effectivement, c'est tout l'inverse. Comment tu fais pour ramener des gens comme ça sur un plateau, les plus grosses personnalités? Les convaincre, tu dis? Ouais, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Hein. Non, bah souvent, c'est le réseau, quand même. C'est-à-dire que c'est pas forcément toi qui peux les convaincre, mais c'est des gens qui le connaissent bien, que tu connais, qui sont tes meilleurs VRP, j'ai envie de dire. Qui vont... et ça, pour les têtes d'affiche, entre guillemets, c'est comme ça que généralement je fonctionne. C'est que moi, si je connais pas la personne, je vais passer par quelqu'un d'autre, qui est peut-être passé sur le plateau déjà, qui me connaît, et qui va pouvoir convaincre l'autre personne de venir. Je peux donner l'exemple, là, c'était un Peter Brabeck, par exemple, que j'ai fait venir, et c'était un moment magique, parce que Peter Brabeck, l'ancien directeur général de Nestlé, qui, en plus, c'était juste après Covid, il est passé à 2 doigts de la mort. Donc, il nous raconte, il était en soins intensifs, et il nous raconte comment ça s'est passé. Et là aussi, parmi les moments inattendus où c'était pas du tout préparé, à un moment donné, hors antenne, et ça, c'est un point commun avec beaucoup de personnalités comme ça, c'est que c'est des personnes qui s'intéressent à toi de manière fondamentale. Tu as vraiment l'impression que sur le moment où tu es en interaction avec la personne, tu es la chose la plus importante pour la personne. Je trouve que ça, c'est une capacité qui est absolument folle des grandes personnalités publiques qui peuvent vraiment, quand tu es en échange, ça peut durer 20 secondes ou 20 minutes, dans l'interaction, tu as vraiment l'impression que tu comptes pour la personne. Et donc, Peter Brabeck-Letmat, à ce moment-là, me pose la question avant d'entrer en plateau. Il me dit, vous venez d'où? Et je lui dis, moi, je suis né en Afghanistan, et je suis arrivé ici ensuite à l'âge de 5 ans comme réfugié politique. Bon, voilà, information assez banale de mon point de vue. Lui, il l'a retenu, en fait, pour me raconter une anecdote pendant l'interview, parce que c'est un alpiniste chevronné. Et en fait, quand je lui ai dit ça, ça lui a rappelé une ascension qu'il avait faite en Afghanistan. Il y a les plus hautes montagnes du monde, c'est la chaîne de l'Himalaya. Et puis donc, il me raconte, pendant l'émission, une anecdote que j'ai trouvée folle, je vais la partager avec toi, parce qu'on parlait de la chance. Je trouve que ça, c'est une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs à succès, c'est quoi la chance? Et Peter Brabeck me répond en me racontant une histoire justement d'une ascension en alpinisme, non loin de l'Afghanistan, et il dit en fait ils étaient avec 2 de ses meilleurs amis, et ils escaladaient, je ne sais plus, j'ai oublié le nom maintenant du sommet, mais ils arrivent au 2e ou 3e camp, et en fait il y avait tellement de mauvaises conditions qu'ils ont dû redescendre au camp précédent. Le temps était exécrable, et en fait il fallait que l'un des 3 descende chercher du matériel pour pouvoir continuer l'ascension. Pour savoir qui allait descendre chercher le matériel, il jouait au poker. Et c'est Peter Brabeck qui a perdu. Donc c'est lui qui a été chercher le matériel. Donc il est descendu encore, il allait au camp de base, et en allant chercher le matériel pour poursuivre l'ascension au camp de base, ses 2 amis qui sont restés plus haut, les 2 sont morts. Putain. Et tu vois, il te raconte ça avec un calme olympien, il te dit, il me dit, je sais pas ce que c'est que la chance, mais ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance en ayant perdu. Tu vois, moi je trouve fantastique. C'est incroyable. Et voilà, donc un gars comme ça, un Peter Brabeck qui te raconte ça, moi c'est pour ça aussi que je vis ce genre de moment-là, ces interviews, parce que d'où l'importance aussi d'être sur le moment présent, parce que si tu es de nouveau en train de préparer tes trucs en disant, ok, je vais aller à la question suivante, etc. Non, tu es là avec la personne, tu l'écoutes, elle partage un truc tellement fort en plus, et qui fait sens finalement dans l'interaction et dans l'échange. Incroyable. Merci beaucoup Nasrat pour le partage. Hein. Je t'en prie, merci à toi. Quel mot de la fin, c'est quoi les objectifs pour la suite? Personnel? Ouais. Écoute, moi je sais pas si c'est la maturité ou l'âge, mais moi plus j'avance, plus je me dis qu'il n'y a rien de mieux que de s'entendre et de s'écouter. C'est juste de dire, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour moi? Et il n'y a rien de plus important que l'épanouissement, à titre personnel. À chacun de vivre son épanouissement comme il l'entend. Moi, personnellement, aujourd'hui, mon épanouissement, c'est de pouvoir faire mes activités professionnelles, parce que j'adore ça, à travers ma société de conseil, qui me permet aussi de pouvoir en fait faire les activités autres que j'aime faire. J'adore voyager, j'adore faire de la voile. Donc moi, en fait, c'est ces éléments-là. Donc ce que
j'ai envie de dire, ce que je peux me souhaiter, c'est continuer à bosser sur des sujets passionnants qui me permettent aussi de voyager et de faire de la voile. Merci beaucoup, Nasrat. Merci à toi.